Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous allons débattre dans quelques instants avec nos chroniqueurs habituels. 10h30, je reçois une personnalité pour parler d'une question de société. On parle beaucoup des virus. Je suis avec Jean-François Saluzo. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes virologue, vous êtes expert auprès de l'OMS, vous êtes spécialiste des vaccins, vous avez travaillé concrètement à la fabrication, à la conception des vaccins, vous avez publié à la conquête des virus. On vient d'annoncer donc depuis quelques jours que 3 laboratoires ont réussi à mettre au point des vaccins efficaces entre 70 et 90%. Déjà, première question, ça a été très vite quand même, non? On nous avait dit qu'il fallait au moins 2 ans pour mettre au point un vaccin. Comment on fait pour mettre au point un vaccin? Alors, les protocoles qui ont été utilisés sont classiques, c'est-à-dire de nos jours, il y a beaucoup de laboratoires qui ont des spécialités de ce qu'on appelle des techniques modernes de génie génétique, et donc en quelques semaines, tous ces laboratoires sont capables de mettre au point un candidat vaccin. Certains ont fait utiliser des ARN messagers, d'autres ont utilisé des vecteurs de gènes, etc. Donc il y a à peu près 170 plateformes qui sont capables de le faire. Par exemple, à l'Institut Pasteur, dès qu'ils ont une plateforme, dès qu'il y a un virus qui apparaît, ils mettent ce virus dans la rougeole et ils ont un candidat vaccin en quelques semaines. Ensuite, on valide le vaccin par des études chez les animaux, puis des études cliniques qu'on appelle phase 1, phase 2 et phase 3. C'est-à-dire, on évalue d'abord sur une trentaine de personnes pour voir si tout se passe bien. Ensuite, on varie l'âge des personnes âgées, etc., pour voir si ça se passe bien. Et puis, en fait, on arrive au Graal de la recherche médicale dans les vaccins, la phase 3, c'est-à-dire une étude d'efficacité sur une trentaine de milliers de personnes. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Alors pourquoi on est allé si vite? On est allé si vite parce que habituellement, lorsque l'industriel arrive en phase 2, il attend de rassembler énormément de résultats avant d'aller en phase 3. Parce qu'une phase 3, ça coûte 500 millions d'euros ou de dollars. Donc avant d'y aller, évidemment, il faut avoir des éléments très solides. Là, dans le cas présent, ces phases cliniques sont payées par les autorités nationales gouvernementales. Donc, si vous voulez, le risque financier est nul pour l'industriel. Donc, l'industriel a pu dérouler à toute vitesse les différentes étapes. C'est pour ça qu'on est arrivé aussi vite au niveau de la phase 3. C'était grâce à cette collaboration et à ce financement étatique. On a une auditrice, Brigitte, qui nous dit pourquoi toujours pas de vaccin contre le VIH, contre le sida? Ça fait 30 ans qu'on en parle. Alors, est-ce qu'il y a des vaccins qui sont plus compliqués à trouver que d'autres? Alors ça, c'est une très bonne question, je vais vous répondre, car l'histoire des vaccins montre très clairement que un vaccin marche au premier coup, ne marche pas. Je m'explique. Dans le cas du sida, on a fait des tentatives de vaccins, une trentaine, quarantaine, ça n'a jamais marché. Il en est de même pour le virus contre l'herpès. Il en est de même contre le paludisme, par exemple. Certains virus ou certains agents infectieux, on n'arrive pas à mettre au point un vaccin. Par contre, d'autres sont très faciles. Les vaccins contre la rage, par exemple, tous ont toujours marché. Les vaccins contre l'hépatite B, il y en a plusieurs, mais ça a toujours marché. Donc, si ça marche au premier coup. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans la bonne voie. Pourquoi est-ce que les Français sont à la traîne? Vous avez travaillé pour Pasteur Aventis. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vaccin français aujourd'hui? Alors non, il ne faut pas dire ça. Disons, il y a deux quand même. Il y a le Sanofi Pasteur qui est dans la course, qui est même assez bien placé, même s'ils ont peu du retard. Et puis ensuite, il y a l'Institut Pasteur avec sa plateforme de virus rougeole. Donc les deux sont dans la compétition. Alors après, il faut bien distinguer la communication des laboratoires, par exemple comme Moderna, qui n'ont jamais produit de vaccin de leur vie et qui ont tout intérêt à communiquer le plus rapidement possible. Cela ne veut pas dire que ces vaccins seront en avance très importante par rapport aux autres vaccins. Nous verrons tout ceci car il faut encore l'autorisation de mise sur le marché qui est une étape longue et je pense que les autorités vont poser beaucoup de questions sur ces vaccins révolutionnaires par rapport à un vaccin classique comme le développe Sanofi Pasteur. Oui. Vous parliez de phase, où on a beaucoup entendu parler de cette phase 3. Il y a combien de phases ?
La phase 3 est une phase critique pour l'industriel. Je dis bien pour l'industriel, car à partir des éléments qu'il possède, il va pouvoir demander une autorisation de mise sur le marché. Cela ne veut pas dire que la phase 3 valide le vaccin définitivement. Il va falloir ensuite ce qu'on appelle la phase 4. La phase 4, c'est lorsque le vaccin est commercialisé, les autorités nationales et les laboratoires suivent encore de façon attentive les risques qu'il y a. Est-ce que ce vaccin marche dans toutes les populations? Est-ce qu'il n'y a pas d'accident, etc. La validation finale se fera au cours de cette phase 4. Vous comprenez très bien que pour réaliser cette phase 4, il faut d'abord enregistrer le vaccin. C'est ce que les laboratoires pharmaceutiques demandent pour avancer. Oui, et quand on dit il est efficace à 70-90%, ça veut dire quoi? Quand on parle d'efficacité, c'est sur le virus? C'est quoi cette efficacité? Alors, d'après ce qu'on sait, on n'a pas assez sur de détails. En gros, si vous voulez, on vaccine par exemple 1000 personnes et il y en a 100 qui font la maladie dans le groupe qui n'est pas vacciné et 10 qui font de la maladie dans le groupe vacciné. Donc on dit la protection est de 90%. Donc là encore, il y a beaucoup d'éléments à avoir. D'abord, c'est une protection à très court terme. C'est quelques semaines après la vaccination, ce qui est tout à fait inhabituel. Généralement, quand on valide un vaccin, on suit les personnes pendant au moins 2 ans et on regarde la protection à 6 mois, 1 an, 2 ans. Là, c'est uniquement une information que donne l'industriel en disant voilà, je protège à 1 mois. Cela ne veut pas dire qu'à 6 mois, ces personnes sont protégées. Ouais. De plus, il faut savoir que quand on parle d'efficacité, on doit rechercher l'efficacité d'abord dans les différents groupes de population. Par exemple, les populations à risque, comme les personnes âgées, les personnes dans les EHPAD, etc. D'autre part, lorsqu'on parle de protection, les vaccins classiques que l'on connaît, rougeole, oreillon, etc., sont stérilisants. C'est-à-dire qu'une fois vacciné, que vous êtes en contact avec le virus ne se multiplie pas. Et donc, la personne n'extrait pas de virus et ne peut pas transmettre le virus. Là, dans le Covid, on n'a aucune information très précise si les personnes, au bout de 6 mois, sont protégées peut-être de la maladie, mais est-ce qu'elles vont excréter le virus? Enfin, il est possible que dans certains groupes de personnes, par exemple les personnes âgées ou les personnes ayant fait des faiblesses particulières, le vaccin protège de la sévérité de la maladie. Donc tout ceci, évidemment, vous voyez très bien, tout ça c'est à découvrir, ça sera à découvrir en phase 4. Oui. Est-ce qu'il y a un risque à se faire vacciner? Après, on va parler, si on a le temps, de la manière dont la France et le monde entier va se mettre en place pour pouvoir s'organiser pour vacciner. Mais est-ce qu'il y a un risque à se faire vacciner par un vaccin pour lequel on n'a pas vraiment de recul? Alors, il y a 2 éléments. Donc, si vous voulez, l'étude de phase 3 actuellement n'est pas une étude précipitée. C'est une étude classique qui regroupe un nombre de personnes, 30 000, qui est largement suffisant pour obtenir des renseignements. On obtient des renseignements sur le court terme pour voir s'il n'y a pas d'effets secondaires notoires. Visiblement, les industriels ont annoncé que tout se passe très bien. Donc, cette phase 3, il ne faut pas croire qu'elle a été bâclée, il ne faut pas croire qu'elle a été faite dans la précipitation. Elle a été faite au contraire de façon extrêmement sérieuse et professionnelle. Donc, les effets secondaires à court terme, visiblement, il n'y a pas de risque particulier décelable comme cela pourrait être fait pour notre vaccin. Maintenant, évidemment, sur le long terme ou sur d'autres populations, il est possible, mais cela, on ne pourra le voir que lors des campagnes de masse de vaccination. Alors justement, campagne de masse de vaccination, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible et facilement organisable? Parce que c'est très compliqué, non, d'organiser une vaccination de masse. Vous avez en tête un exemple? Alors, il y a deux exemples qui vous sont rappelés de la grippe H1N1 en 2009, où on a essayé d'organiser des campagnes de masse en vaccinant sans passer par le corps médical, donc dans des centres de vaccination. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été un succès. Dans le passé, il y avait eu également la campagne de masse pour les jeunes contre l'hépatite B.
Donc tout ceci, c'est toujours très difficile. Il faut que la perception par le personnel, par les individus, soit très favorable. Et là, je ne pense pas que les conditions soient favorables pour faire ce genre de campagne de masse. Je pense que la logique, c'est d'abord de vacciner des populations cibles, par exemple le corps médical, les infirmières, les médecins, etc., les personnels des EHPAD, et puis après, on étendra au reste de la population si nécessaire. Je dis bien si nécessaire parce que le virus peut peut-être disparaître assez rapidement aussi. Oui, il peut disparaître, mais il y a quand même la nécessité de trouver ce vaccin. Si on parle des Chinois qui disent, alors il y a des rumeurs qui disent qu'ils ont un vaccin, qu'ils ont vacciné toute la population. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai mis beaucoup de réserves car je connais très bien le laboratoire de Sinovac, etc. Ouais. Et surtout, je connais très bien la technologie qu'ils emploient, c'est-à-dire un virus inactivé. Or, pour produire des virus inactivés, c'est techniquement faisable, c'est techniquement relativement facile, mais par contre, la productivité est très faible. Donc, je ne pense pas que les chiffres qu'ils annoncent de dire qu'ils sont capables de produire 300 millions de doses soient réels. Au contraire, il est très difficile de produire un vaccin inactivé. C'est une procédure très simple qui est certainement efficace, mais qui ne correspond pas à des productions massives. Qu'est-ce que vous répondez à la vague anti-vaccin que vous avez certainement vu monter depuis quelques années, qui fait qu'il y a un certain nombre de parents aujourd'hui qui ne font plus vacciner leurs enfants, de gens, et on les a parmi nos auditeurs, qui sont extrêmement hostiles au vaccin. Vous la comprenez comment et qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Alors d'abord, si vous voulez, c'est une situation qu'on retrouve dans les pays riches, dans les pays industrialisés. Quand vous allez dans les pays du Sud, je peux vous garantir que tout le monde cherche un vaccin. Si demain vous avez un vaccin contre le paludisme, vous verrez que tout le monde se fait vacciner. Bon, chez nous, effectivement, il y a ce mouvement. Ce mouvement est né effectivement de différents paramètres. Le premier, c'est que on vaccine beaucoup les enfants, etc., contre des maladies qui n'existent plus sur notre territoire. Par exemple, quand on parle de la poliomyélite, évidemment, la poliomyélite n'existe plus, donc il y a une question de base, c'est est-ce qu'on doit continuer à vacciner contre ces maladies? La réponse est oui, parce que dès qu'on relâche un peu, le virus reviendra en France et ça sera une catastrophe. On l'a vu par exemple... la rougeole, la tuberculose, non ? Voilà, en URSS, par exemple, il y avait des mouvements également anti-vaccins très puissants, encore plus puissants peut-être qu'en France, qui avaient décidé d'arrêter les vaccinations. On a arrêté des vaccinations et on a vu réapparaître une maladie qu'on pensait totalement éradiquée, c'était la diphtérie. Il y a eu des dizaines de milliers de cas en Russie de diphtérie. Donc, si vous voulez, ça c'est le premier point, c'est que les gens ont une perception disant que puisque la maladie n'existe plus, c'est pas la peine de se vacciner. Ensuite, il y a eu toute une série d'affaires. Vous vous rappelez toutes les affaires sur l'hépatite B, sur le virus de la rougeole, qui était une véritable escroquerie. Hein, Monsieur Wakefield qui disait que la rougeole était à l'origine de l'autisme. Donc tout ça, évidemment, a créé un discrédit très important au niveau des vaccins. Mais là, on se trouve dans une situation tout à fait différente. Ce n'est pas une maladie tropicale. Le virus est présent chez nous. Ouais. Donc, je pense que la réaction des Français sera tout à fait différente. Lorsque vous parlez du virus Ebola, bien sûr, c'est pas un problème. On va pas vacciner les Français contre Ebola. Ça se passe en Afrique. Mais là, le virus est présent. Et donc, je pense que la réactivité des Français va être tout à fait différente par rapport à cette situation. Une auditrice me demande ce que je pense de la vaccination et du vaccin. Moi, mes enfants sont vaccinés, petits-enfants aussi, et je pense qu'il faut se faire vacciner. J'ai vu, moi, la fille d'une de mes amies être contaminée par une nourrice qui n'avait pas été vaccinée contre la tuberculose. Donc, je pense que c'est important de se faire vacciner. Quant à tout ce qu'on lit, et vous êtes nombreux à nous dire ça donne la maladie d'Alzheimer, ça donne des maladies, etc. Je pense, professeur, qu'il y a eu, on a hélas pas beaucoup de temps, beaucoup d'études qui ont montré qu'il n'y a jamais eu de lien de fait entre sclérose en plaques et vaccination, entre autres.
Voilà. Donc, d'une façon générale, ceux qui s'attaquent au vaccin choisissent toujours des créneaux de maladies pour lesquels on ne connaît pas l'origine et qui se déclarent sur le long terme. Quand on vaccine contre l'hépatite B, c'est pas 15 jours après qu'on accuse le vaccin d'induire une sclérose en plaques, mais quelques années après. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est pareil. On peut très bien dire on est vacciné contre la grippe et les gens ont développé la maladie d'Alzheimer parce que ce sont les mêmes cibles. Donc, si vous voyez, le problème, c'est que les cibles choisies par les scientifiques qui veulent démontrer la nocivité des vaccins sont toujours des cibles contre des maladies qu'on ne connaît pas l'origine et qui progressent régulièrement pour des raisons qu'on ne connaît pas. Par exemple, l'autisme, on ne connaît pas les raisons de l'épidémie d'autisme qu'on rencontre par exemple en Californie. Oui. Et donc, il est très facile d'associer ceci à la vaccination parce qu'on dit, regardez, on vaccine massivement, il y a plus d'autisme. Ouais. Est-ce que vous vous ferez vacciner, vous, professeur ? Ah oui, bien sûr, moi je suis vacciné contre beaucoup. Non, mais là, avec ce nouveau vaccin, si on nous le propose, ce vaccin contre justement le Covid-19. Alors, il faut bien comprendre que ce qu'on nous propose, c'est pas ce que proposent les industriels. Ce que proposent les industriels, il y a des raisons diverses de donner des informations précises, optimistes, etc. Mais ce que va proposer les autorités, c'est ça qui m'intéresse. C'est de ça. Moi, je me ferai vacciner après que les autorités nationales se soient prononcées sur la validité de ces vaccins. Car les autorités, ce sont des gens extrêmement sérieux. Ils ont une responsabilité énorme et j'aimerais pas être à leur place du reste. Et donc, si vous voulez, ces gens-là vont avoir des informations que nous n'avons pas. Vous voyez que les informations distribuées par les industriels n'ont même pas été publiées dans les revues scientifiques, n'ont même pas été analysées par des pairs. Par contre, les autorités nationales ont toutes ces informations. Et moi, je ferai confiance aux autorités nationales. Absolument. Merci d'avoir été avec nous, professeur Saluzzo. Donc, je rappelle que vous avez publié de nombreux ouvrages autour des vaccins, à la conquête des virus et puis l'histoire des vaccins également aux éditions Belin. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant.